Bonjour à tous, voici le cours et exercice concernant le chapitre C6 sur la force des acides et des bases. Alors nous allons commencer par parler de ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Alors vous savez que l'eau intervient dans deux couples, en tant qu'ici comme une base et ici comme un acide. Donc ça veut dire que l'eau est une espèce amphotère et donc il existe une réaction chimique entre un acide et une base, donc entre cet acide et cette base qui peut s'écrire donc de cette façon-là. Il s'agit d'un transfert d'un proton entre deux molécules d'eau, l'une se comportant comme un acide, l'autre se comportant comme une base. Et donc voici l'équation que nous obtenons. Bien sûr, on aurait pu l'écrire tout simplement 2H2O à l'état liquide donne H3O plus aqueux plus HO moins aqueux. À la température de 25 degrés Celsius, vous savez que le pH de l'eau pure vaut 7. Donc ici, la concentration en H3O+, étant égale à 10 moins pH, eh bien on trouve 10 puissance moins 7. Et comme pour un H3O+, on a également un HO- qui est créé, eh bien on a la même quantité de matière et donc la même concentration par rapport au volume, à savoir 10 moins 7 mol par litre. Et bien à partir de cela, on peut donc écrire la constante d'équilibre de cette équation qui s'appelle l'équation d'autoprotolyse de l'eau, à savoir, on va l'appeler KE, et c'est la concentration en ion H3O+, fois la concentration en ion HO-. Cette espèce-là n'intervient pas car il s'agit du solvant. Donc vous savez qu'on n'écrit pas la concentration d'un solvant. Et donc si on fait le produit de ces deux valeurs, eh bien on trouve 10 puissance moins 14. Et ça, c'est une constante, comme toute constante à l'équilibre. Et donc à partir du KE, on peut écrire ce qu'on appelle un pKe qui sera égal au moins log de KE, un petit peu comme le pH qui est égal au moins log de H3O+. Eh bien, si je fais le moins log de cette valeur-là, eh bien je trouve 14, puisque je trouve ici cette valeur-là. Alors, vous savez que le KE comme le pKe, donc puisqu'elles sont liées, ces valeurs, vont changer si la température change. En effet, en fonction de la température, vous voyez qu'il y a des variations. Bon, nous, pour tous les exercices, on se placera toujours à 25 degrés. Et donc, cette valeur de KE égale 10 puissance moins 14 ou pKe égale 14, il faut la connaître par cœur. Alors, dans l'eau, l'espèce chimique majoritaire, vous savez, c'est la molécule d'eau, c'est le solvant. Les ions oxonium et les ions hydroxyde sont présents donc dans toutes les solutions aqueuses selon un équilibre chimique. Et donc, le pH qui par définition est égal au moins log de la concentration en H3O+, on peut en déterminer la concentration de H3O+, en écrivant que c'est 10 puissance moins pH. Et donc, pour trouver la concentration en ion H3O+, eh bien, en ion OH-, pardon, une fois que j'ai celle de la concentration en ion H3O+, il suffit que j'utilise la relation précédente que nous avons vue, KE égale concentration en H3O+, fois concentration en OH-, et donc on extrait la concentration en H-. On prendra toujours ici 10 puissance moins 14 comme valeur. Sauf si ça vous est expressément donné sur une autre valeur, mais enfin je ne crois pas que vous aurez à utiliser une autre valeur que 10 puissance moins 14, car on se placera toujours à 25 degrés Celsius. Donc, comme ces deux ions existeront toujours dans les solutions aqueuses, voilà, la façon de trouver la concentration H3+, c'est par le pH, et pour trouver HO-, c'est en utilisant donc cette expression-là, c'est-à-dire le KE. Alors maintenant, nous allons parler de la force des acides et des bases. Et on va commencer par les acides forts, ce qu'on appelle les acides forts. Alors, qu'est-ce qu'un acide fort? C'est un acide qui va réagir entièrement avec l'eau, avec donc une réaction totale. Donc, vous avez ce tableau dans votre cours, eh bien, essayez de le compléter. Mettez sur pause et on se retrouve. Donc, si j'appelle Ni de AH, la quantité de matière initiale de AH, ce sera donc par exemple C fois V, donc la concentration
en soluté apporté multiplié par le volume. Pour H2O, c'est le solvant, donc il est en excès, et puis on n'a pas encore fabriqué de produit. Alors, puisque la réaction est totale, eh bien, à l'état final, XF sera égal à Xmax. Ici, eh bien, la quantité de matière finale de AH sera devenue nulle. Mais comment elle s'écrit? C'est quantité de matière initiale moins Xmax, puisqu'ici j'ai le coefficient 1. Donc, ça veut dire que je connais Xmax, qui vaut donc C fois V. Donc, je peux l'écrire ici. Bon, pour l'eau, ça n'a pas changé, c'est toujours un solvant. Et ici, les quantités de matière de A- et de H3+ sont identiques et valent toutes les deux Xmax. Donc, voilà le tableau, une fois qu'il est rempli, à quoi il ressemble. Alors, le taux d'avancement. Vous savez que par définition, c'est la valeur de XF sur Xmax. Comme ici, ces deux valeurs sont égales, donc ce rapport est égal à 1. Et donc la quantité finale d'ion H3O+, que je retrouve dans cette case-là, est égale à Xmax. Or, Xmax est égal à C fois V, C étant la concentration initiale en acide. On peut donc écrire que la concentration finale, c'est la quantité de matière divisée par le volume, donc C fois V sur V, il reste C. Donc en fait, ici, la concentration finale de H3O+, ça correspond à la concentration initiale en acide apporté. Donc tous les acides forts sont entièrement dissociés dans l'eau et le couple acide-base pour tous les acides forts sera toujours ce couple-là, ça vous devez le connaître par cœur. Or, un acide fort, c'est un acide qui est entièrement dissocié dans l'eau. Et donc, le pH qui est égal au moins log de la concentration en H3O+, eh bien, sera égal à moins log de C. C, je répète, étant la concentration initiale en acide apporté. Alors maintenant, on va faire la même chose pour les acides faibles. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un acide faible? C'est un acide qui ne réagit pas totalement avec l'eau, mais partiellement. On a donc un équilibre chimique dynamique, c'est-à-dire que la valeur de XF n'atteint pas Xmax. Alors à nouveau, vous mettez sur pause et vous remplissez ce tableau. La quantité finale, ce sera de H, ce sera la quantité initiale, c'est-à-dire C fois V moins XF. Et là, ce n'est pas nul. Il en reste à la fin. Donc, pour l'eau, c'est toujours en excès. Et pour ces deux produits, eh bien, la quantité de matière est la même que je vais appeler XF. Alors, là encore, écrivons le tableau d'avancement. Par définition, XF sur Xmax. XF n'a pas atteint Xmax, donc on obtiendra un taux d'avancement inférieur à 1. Et donc la quantité finale d'ion H3O+, ici, qui est égale à XF, eh bien, sera donc, d'après ceci, inférieure à C fois V. Et donc la concentration en H3O+, sera donc inférieure à la concentration en AH apportée. Ainsi, le pH sera supérieur à moins log de C. Puisque si vous prenez moins log de H3O+, pour avoir le pH, eh bien, si vous faites la même chose ici, puisque le logarithme est une fonction croissante, mais il y a un moins devant, eh bien, ça inverse ici le signe, et donc on obtient un pH donc supérieur à moins log de C. Alors, on va faire maintenant la même étude pour les bases fortes. Bien, un petit peu comme les acides forts, une base forte va réagir totalement avec l'eau. Vous complétez ce tableau. Alors voici ce que nous obtenons une fois que vous l'avez réalisé. Pour le taux d'avancement, là encore, puisque la réaction est totale, eh bien on a un taux d'avancement qui est égal à 1. Et donc la quantité finale d'ion HO- que l'on visualise ici, qui est égale à Xmax, eh bien du coup est égale à C fois V. Ainsi, la concentration en ion H3O+, qui est égale à cette quantité de matière divisée par le volume, donc C fois V sur V, eh bien on retrouve la concentration donc en base introduite dès le départ. Ainsi, toutes les bases fortes sont entièrement dissociées. Le couple acide-base sera toujours celui-ci. Ça, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Et donc, le pH
qui est égal par définition au moins log de la concentration en H3O+. Or, vous savez que pour avoir l'expression en fonction de H-, eh bien H3O+ est égal à Ke sur concentration en H-. Le log de A sur B est égal log de A moins log de B, donc ça va s'écrire comme ceci. Ici, je retrouve la définition du pKe, et donc on peut écrire que pH égale pKe plus log de C. Donc si je sais que j'ai une base forte, je connais la concentration introduite, eh bien je connais directement la valeur du pH, puis en connaissant ici la valeur du pKe et la concentration en base introduite. Alors, à présent, pour les bases faibles, on refait exactement la même chose. Donc, cette fois-ci, une base faible va réagir partiellement avec l'eau. Je vous laisse compléter le tableau. Le taux d'avancement final, cette fois-ci, ne sera pas égal à 1 puisque la transformation n'est pas totale. La quantité de matière de H- sera donc égale à XF qui sera inférieur à C fois V. Et donc la concentration en H- sera inférieure à celle apportée en base. Et donc pour le pH, ça c'est la définition du pH, vous transformez la concentration en H3O+ en faisant apparaître la concentration en H-. Log de A sur B égale log de A moins log de B, donc ça va s'écrire comme ceci. Eh bien, puisque cette concentration ici est inférieure à C, le log étant une fonction croissante, on aura, ce sera inférieur à log de C, et donc on peut écrire que le pH sera plus petit que pKe plus log de C. Alors maintenant, on va parler de la constante d'acidité d'un couple acide-base. Alors par définition, cette constante d'acidité, on l'écrira toujours Ka, c'est la constante d'équilibre entre un acide et l'eau. Alors si j'écris l'équation donc de la réaction entre cet acide et l'eau, j'ai donc cette équation-là, qui est une équation classique. Et donc, comment va s'écrire le Ka? Eh bien, concentration en A- fois concentration en H3O+, divisé par concentration en H. Je ne fais pas apparaître l'eau puisque c'est le solvant. Donc, voici comment s'écrira toujours la constante d'acidité d'un couple acide-base, quel qu'il soit. Et donc, on peut introduire le pKa qui est égal à moins log de Ka. Ka ne va dépendre que de la température du milieu. Les concentrations dans cette écriture sont toutes en mol par litre, mais n'oubliez pas Ka n'a pas d'unité. Alors, parlons maintenant de la constante d'acidité et du pH. Comment on relie les deux, comment calculer l'un quand on connaît l'autre. Alors on y va. Si je reprends donc l'équation de la réaction entre un acide et l'eau, quel que soit l'acide. À l'état final, eh bien, ces deux quantités de matière étant égales, leur deux concentrations sera également égale à donc la quantité de matière divisée par le volume. Qu'est-ce qui va rester pour AH? Eh bien, c'est CV moins XF pour la concentration, ça c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc ici, j'ai ce terme-là, CV divisé par V, ça me fait C, et ce terme-là, XF sur V, or XF sur V, c'est la concentration en H3O+. Donc, ce qui va me rester ici, c'est la concentration initiale en AH apportée, moins la concentration en H3O+. Et donc, déterminons la constante d'acidité par la mesure du pH. En effet, d'après cette expression, eh bien, on va pouvoir remplacer ici, donc H3O+, je le laisse comme ça, la concentration A-, puisqu'elle est égale, ça fait aussi concentration en H3O+, d'où la concentration en H3O+, au carré, et ici, je remplace AH par ça, et donc j'ai ceci.
Donc en effet, si je connais le pH, j'en déduis la concentration H3O+, et donc j'en déduis Ka, puisque je vais pouvoir faire ce calcul. Évidemment, on me donnera la concentration apportée en acide. Alors maintenant, si on veut faire le contraire, comment déterminer le pH si on connaît Ka? Eh bien, je vais partir de cette même expression et je vais l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire, je vais multiplier par K par ce terme-là, c'est égal à ça, je mets tout du même côté, et donc j'obtiens une équation du second degré en H3O+, parce que K est une constante, K fois C est également une constante, et donc ma variable, qui est liée au pH, donc c'est celle-ci. Donc là, j'ai une équation du second degré qu'il faut résoudre avec le discriminant. Vous aurez donc deux racines en H3+. Évidemment, la racine négative n'aura pas de sens, il faudra garder la racine positive. Donc vous connaîtrez la valeur de H3O+, enfin la concentration H3O+, et donc vous en déduirez le pH. Alors faisons ce petit exercice, je vous laisse le faire, vous mettez sur pause. Alors on corrige. La transformation modélisée par la réaction de l'acide lactique avec l'eau, on vous dit qu'elle n'est pas totale. Donc ça veut dire que l'acide lactique n'est pas un acide fort mais un acide faible. Et on vous demande d'écrire l'équation correspondante. Donc je vais faire réagir cet acide lactique avec l'eau. Donc voilà comment ça va s'écrire. Il y a un transfert de protons. Et donc, lui va perdre un proton et lui va en gagner un. Donc voici l'équation, comment elle s'écrit. On vous demande d'exprimer la constante d'acidité Ka associée. J'ai bien un acide qui réagit avec l'eau, donc je vais pouvoir écrire le Ka associé en écrivant que c'est égal au produit donc de ces deux espèces chimiques divisé par celle-ci. Celle-ci n'apparaît pas dans le Ka puisque c'est le solvant. Donc voici l'écriture du Ka pour cette équation. Troisième question. Un état d'équilibre est caractérisé par donc une égalité entre ces deux espèces chimiques, ce qui est normal, puisque d'après les coefficients stoichiométriques, on a la même chose, et vaut 2,5 mmol par litre. Et on vous demande d'en déduire cette valeur-là. Donc en fait, on connaît cette valeur, on connaît celle-ci. Le K, vous le connaissez puisque vous avez le pKa et on vous demande d'extraire cette expression. Donc c'est pas très compliqué. Donc déjà, on va exprimer donc la grandeur recherchée. Et puis comme ici, on a l'expression du pKa, pardon, eh bien le Ka est égal à 10 puissance moins pKa et on trouve 50 10 puissance moins 3 mol par litre, c'est-à-dire 50 millimoles par litre. Allez, vous faites cet exercice, vous mettez sur pause. Alors, on vous dit qu'on dispose d'une solution aqueuse de concentration C égale à 1 10 moins 1 mol par litre en acide faible apporté. Donc ici, ça veut dire que cet acide ne va pas être entièrement dissocié dans l'eau. Et on vous demande d'exprimer la constante d'acidité du couple AH à moins. Alors déjà, première chose, eh bien, il va falloir écrire l'équation de cet acide qui réagit avec l'eau. Puis on va écrire la constante d'acidité qui est égale à cette expression, c'est toujours pareil. Et enfin, deuxième question, on me demande d'établir l'équation du second degré vérifiée par H3O+. Donc en fait, A- ne doit plus apparaître, AH ne doit plus apparaître, je dois l'exprimer en fonction de H3O+. Aidez-vous du tableau d'avancement si vous le désirez. Attention, c'est un acide faible. Donc ici, d'après cette équation, déjà ces deux concentrations sont identiques. Donc on va pouvoir écrire H3O+ au carré. Et puis, AH est égal à C moins A moins, ou C moins H3O+, c'est pareil. Et donc, on va pouvoir l'écrire sous cette forme-là. Aidez-vous du tableau d'avancement si vous avez un petit peu de mal.
Donc maintenant, je vais tout mettre au même niveau pour tout avoir au même numérateur. Donc j'obtiens cette équation du second degré. Et on me demande de calculer le pH. Bien, pour calculer le pH, il va falloir que je détermine la valeur de la concentration H3O+, et donc d'en déduire le pH. Attention, ici, je l'ai exprimé par rapport à K, mais on me l'exprime en pKa. Donc je peux le faire apparaître sous cette forme-là. Le K, c'est 10 puissance moins pKa. Donc à chaque fois que j'ai K, je le remplace ici. Donc en fait, pour que ce soit un peu plus simple pour vous, si on pose que la concentration, on l'appelle X, attention, X, rien à voir avec l'avancement, hein, c'est juste pour l'écrire d'un point de vue mathématique. Donc cette équation-là va devenir celle-ci, X carré. Alors j'ai remplacé par la valeur ici pour 10 puissance moins 3,5. Et puis ici 10 puissance moins 3,5 fois C qui est égal à 10 puissance moins 1, et bien ça fait 10 puissance moins 4,5. Donc c'est une équation du second degré qu'il va falloir résoudre. Donc vous allez faire le discriminant. On trouve une valeur, bon, à virgule, mais peu importe, une grande valeur, mais qui est positive, donc ça veut dire qu'il y a des racines. Et les deux racines sont celles-ci quand j'arrondis à 3 chiffres significatifs. Oh, j'aurais dû arrondir à 2 d'ailleurs, je viens de m'apercevoir de mon erreur, bon c'est pas grave. Là, vous pouvez écrire 5,5 10-3 et ici, moins 5,8 10-3. Alors, cela dit, cette valeur-là, n'oubliez pas que X correspond à une concentration, hein, ne peut pas être négative, ça n'a pas de sens. Donc, la seule valeur qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. Ça veut donc dire que la concentration en H3O+, est égale à 5,5 10-3 si on fait à deux chiffres significatifs. Et donc, pour avoir le pH, vous en prenez le log et on obtient un pH de 2,3. Alors ça, c'est vraiment un exercice classique. Il faut savoir faire ça. Alors, parlons un petit peu maintenant de l'échelle des pKa. Alors, je vous rappelle, le Ka, c'est la constante d'acidité lorsqu'un acide réagit avec l'eau selon donc ce type d'équation-là. On a vu aussi que le Ka pouvait s'exprimer de cette façon-là. Et donc, si je trace une échelle de pKa, eh bien, comme le pH, ça va aller de 0 à 14, à 25 degrés. Et l'acide sera d'autant plus fort qu'il cède facilement un proton. D'où, lors de sa réaction avec l'eau, ça veut dire que la concentration en ion H3O+, va augmenter parce que si l'acide est fort, il va être entièrement dissocié, donc cette concentration va augmenter. Or, si la concentration en H3O+, vous voyez qu'ici au numérateur, j'ai quelque chose qui va augmenter, et ici c'est une constante moins une valeur qui augmente, donc ici ça va diminuer. Donc quelque chose qui augmente divisé par quelque chose qui diminue, eh bien le Ka va augmenter, et donc le pKa qui est égal à moins log de Ka va diminuer. Donc en fait, l'acide sera d'autant plus fort que son pKa sera faible. Tout comme un acide est de plus en plus fort, si le pH mesuré est faible, et bien là, avec le pKa, c'est de la même façon. On va pouvoir dire que plus le pKa diminue, et bien plus l'acide du couple est fort. De la même façon, si je veux parler de la force de la base conjuguée, eh bien, ça va varier de manière inverse avec l'acide. Plus la base est forte, plus elle va libérer des ions HO-. Or, si la concentration en ions HO- augmente, à cause du Ke qui est égal à la concentration de HO- fois H3O+, et que Ke est une constante, eh bien ça veut dire que la quantité des H3O+ diminue, donc leur concentration en H3O+ diminue. Or, si cette valeur-là diminue, eh bien, on a le Ka qui va diminuer et donc le pK qui va augmenter. Donc, en effet, plus une base sera forte, plus la valeur de son pK va augmenter et se rapprocher de la valeur de 14. Donc, ça marche vraiment l'échelle des pK comme l'échelle des pH. C'est ça qu'il faut que vous reteniez.
Alors, on vous demande ici de comparer la force de différents acides. Alors, tout d'abord, voici les couples. Il va falloir trouver soit l'acide conjugué, soit la base conjuguée. Et puis, on vous donne soit le pK, soit le Ka. Donc là, il va falloir trouver les valeurs. Et ensuite, comparer ces forces. Donc, je vous laisse le faire. Et puis, on corrige ensemble. Mettez sur pause. Donc, je vous rappelle les relations entre pK et Ka. Le Ka, c'est 10 puissance moins pK. Et pour trouver le pKa, on fait moins log de K. Et donc, le tableau devient ceci une fois entièrement réalisé. Donc, vérifiez ce que vous avez fait, mettez sur pause. Alors, à présent, dans la deuxième question, on me demande de comparer la force des différents acides, donc de ces acides-là. Rappelez-vous, plus un acide est fort, plus son pKa sera faible et se rapprochera de 0. Donc, eh bien, tout simplement, vous voyez que l'acide le plus fort sera donc H3O+, puis un petit peu moins fort, ce sera celui-ci, encore un peu moins fort, celui-ci, et puis le moins fort sera celui-ci. Donc, à concentration apportée égale, plus un acide est fort dans l'eau, plus son pKa est petit, et donc si je fais par l'ordre croissant de la force des acides, je pars du moins fort au plus fort, et bien je vais avoir ce sens-là. Mais si on m'avait demandé non pas de comparer la force des acides, mais la force des bases conjuguées, eh bien c'est tout le contraire. Plus un acide est fort, plus sa base est faible, et plus un acide est faible, plus sa base est forte, puisque plus le pKa est élevé, plus la base est forte. Alors, comparer la force de 3 bases dans l'eau. Nous avons 3 solutions aqueuses qui sont obtenues en dissolvant dans l'eau. Alors, une première base, c'est l'ammoniac, une deuxième base, c'est le méthylalamine, et enfin, la dernière base, l'hydroxylamine, NH2OH, et elles ont toutes à la même concentration. Et on vous demande d'attribuer à chaque solution le taux d'avancement final correspondant aux valeurs suivantes, sachant qu'on vous donne ici les pKa. Attention, ici ce sont des bases. Donc rappelez-vous la loi par rapport à la force des bases. Vous mettez sur pause, je vous laisse le faire et on corrige dans quelques instants. Donc, à concentration apportée égale, plus une base est forte dans l'eau, plus son pKa sera grand, et donc le taux d'avancement va se rapprocher de 1. Donc ici, il suffit de comparer les taux d'avancement. Ici, on a un taux d'avancement de 0,25, ici 4%, ça veut dire 0,040, et enfin indice moins 3. Donc ici, j'ai représenté les bases avec les valeurs des pKa, et donc les taux d'avancement qui vont avec. Plus le pKa est fort, plus le taux est élevé. Donc ici, 0,25 est la valeur la plus grande parmi ces 3 valeurs. Et 9,2 est le pKa le plus faible, donc c'est un taux d'avancement le plus faible, à savoir 1,010 puissance moins 3. Alors parlons maintenant du diagramme de prédominance et du diagramme de distribution. Alors tout d'abord, revenons à l'expression de la valeur de la constante d'acidité et on retire ici H3O+ de cette expression. Donc on trouve ceci. Pour avoir le pH, c'est moins log de ça, donc moins log de tout ça. Donc je l'écris ici. Rappelez-vous, le logarithme d'un produit log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Donc j'obtiens ceci. Or, vous reconnaissez ici la valeur du pKa. Et donc, on peut l'écrire comme ceci. Alors ça, c'est vraiment une expression qu'il faut apprendre par cœur. pH égale pKa plus log de base sur acide. Enfin, des concentrations de la base sur la concentration de l'acide. Donc, connaissant en fait eh bien, ces quantités-là, eh bien, je peux en déduire directement le pH si bien sûr on me donne le pKa qui est une constante donnée dans des tables. Hein. Alors pour le diagramme de prédominance, on commence par construire un axe horizontal donc d'une échelle de pH.
et on va placer la valeur du pKa que l'on va me donner. Alors, quand est-ce que j'ai pH égale pKa? Si j'ai pH égale pKa, ça veut dire que ce terme-là est nul. Or, pour que le logarithme soit nul, ça veut dire que ce rapport-là est égal à 1. Or, s'il est égal à 1, ça veut dire que j'ai la même quantité de matière et donc la même concentration. Et donc ici, ça veut dire que les concentrations en AH et en A-, c'est-à-dire en acide et sa base conjuguée, sont identiques. Si au contraire, je me place dans un domaine pour lequel la valeur du pH est inférieure à la valeur du pKa. Donc ça veut dire que ce terme-là devient, ça c'est une constante, donc ce terme-là devient négatif. Or, pour qu'il soit négatif, ça veut dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit inférieur à 1. Donc ça veut dire que AH est prédominant. Et donc AH prédomine. Sa concentration en acide est supérieure à la concentration en base. Normal, hein, plus je vais me rapprocher vers la gauche, vers le 0, ici, le AH, c'est-à-dire l'acide, va prédominer. Et inversement, si je me trouve dans une solution dont je mesure le pH et je me trouve une valeur de pH supérieure à celle du pKa, ça veut dire que c'est la base qui va prédominer. Prédominer, ça veut dire être en large majorité par rapport donc à l'acide conjugué. Donc ça sera toujours sous cette forme-là. C'est juste cette valeur qui va bouger selon que le pKa vaut 3,4, 5,8, 2,1. Voilà, ce sera toujours, mais ce sera toujours sous cette forme-là. On écrit pKa ici. À gauche, c'est l'acide qui prédomine. À droite, c'est la base. Et on n'oublie pas de flécher l'axe en indiquant que c'est le pH. Et vous pouvez noter ici, par exemple, la valeur de 0 et de 14. Ça ne peut pas aller plus loin. Allez, vous me faites cet exercice et vous mettez sur pause. Alors, on corrige. On vous dit que le pH d'une solution aqueuse contenant de l'acide nitreux vaut 4,5. Et on vous demande, dans cette solution, quelle est l'espèce prédominante du couple. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'acide nitreux ou bien sa base conjuguée, NO2-. Donc ici, on va faire un diagramme de prédominance. En effet, ici, j'écris la valeur du pKa et je place la valeur du pH qui m'est donnée. Or, cette valeur du pH, elle est supérieure à celle du pKa. Donc, je me situe à droite du pKa. Et donc, ça veut dire que c'est la base ici qui prédomine. Si cette valeur de pH avait été inférieure à 3,3, au contraire, c'était l'acide nitreux qui prédominait. Mais ici, comme le pH est plus grand que le pKa, c'est la base qui prédomine. Si j'avais eu un égal, là, je n'avais aucune prédominance puisque les concentrations de l'acide et de la base auraient été identiques. Et si je m'étais trouvé dans un pH ici, c'était cet acide qui prédominait. Donc, en fait, quand j'ai une solution, je mets du HNO2 dans de l'eau et que j'ai ce pH-là, qu'est-ce que j'ai comme espèce chimique dans mon mélange? J'ai bien sûr du HNO2, j'ai du NO2-, j'ai de l'eau et des ions H3+, bien sûr, et HO-. Mais quelle est l'espèce qui va prédominer dans ce cas? Il faut comparer donc le pH au pKa. Donc ici, c'est NO2- qui va prédominer. Alors, on va parler maintenant du diagramme de distribution. Là, nous avions parlé du diagramme de prédominance. Un diagramme de distribution ressemblera toujours à ceci, c'est-à-dire c'est les pourcentages en acide et en base en fonction donc du pH. Vous aurez toujours ces mêmes courbes-là. Donc, pour un pH très faible, vous aurez l'acide qui prédomine, bien sûr, et puis au contraire, pour un pH beaucoup plus élevé, vous aurez la base qui va prédominer. À savoir ici, il y en a 100% même, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'acide pratiquement. Et au croisement des deux, on sera toujours à 50%.
on aura le pH égale pKa. Pourquoi? Parce que pH égale pKa, ça veut dire que ce rapport-là est égal à 1, c'est-à-dire que j'ai la même quantité. Et donc pour avoir la même quantité, puisque ce sont des pourcentages, ben, ce sera toujours à 50% et au croisement de ces deux courbes. Donc par cette simple lecture, on a directement ici la valeur du pKa, même si c'est ici une échelle de pH. Allez, vous faites cet exercice et on le corrige juste après. Alors, on corrige. Le diagramme de distribution ci-contre représente les pourcentages des espèces en acide benzoïque, qui est donc cette forme-là, et l'ion benzoate, qui est sa base conjuguée, d'une solution en fonction de son pH. Donc, vous reconnaissez ici le diagramme de prédominance. En justifiant, associez chacune de ces courbes à l'espèce correspondante. On veut savoir si la courbe bleue correspond à l'acide ou à la base, et idem pour la courbe verte. Donc, comment on rédige? Eh bien, puisque lorsque le pH est très faible, eh bien, c'est toujours l'acide qui va prédominer sur la base. Donc, la courbe bleue sera donc ici la courbe correspondant à l'acide benzoïque et la courbe verte correspondra à l'ion benzoate. Maintenant, on vous demande de déterminer graphiquement la valeur du pKa du couple, donc acide benzoïque, ion benzoate. Eh bien, il suffit de regarder au croisement de ces deux courbes, puisque je vous rappelle, pH égale pKa plus log de concentration en base sur acide. Or, j'ai pH égale pKa lorsque ces deux concentrations sont identiques. Donc à 50%, donc au croisement de ces deux courbes. Donc là, on fait une lecture directe. Bon, alors sur l'ordinateur, on ne voit pas bien, mais si on le fait correctement sur votre livre, eh bien, à l'intersection des deux courbes, on trouve un pKa légèrement supérieur à 4, et moi j'ai trouvé 4,2 en faisant une échelle. Alors, parlons à présent des indicateurs colorés, qui sont un couple acido-basique. Alors, pourquoi on appelle ça des indicateurs colorés? Parce que les deux espèces chimiques n'ont pas la même couleur. Ces deux espèces conjuguées ici, l'espèce acide et l'espèce basique, n'ont pas la même couleur. C'est pour ça qu'on appelle ça des indicateurs colorés. Mais n'oubliez pas, c'est un couple acide-base. Alors, ici, par rapport à la valeur du pKa, entre pKa-1 et pKa+1, c'est ce qu'on appelle la zone de virage. Avant, c'est donc l'acide qui prédomine, eh bien j'aurai la teinte acide de l'indicateur coloré, et au-delà de pKa+1, eh bien j'aurai la teinte basique. Pourquoi? Parce que c'est l'espèce basique qui va prédominer, puisqu'on aura un pH largement supérieur au pKa. Donc voici par exemple un tableau qu'on peut vous donner, donc avec des noms de plusieurs indicateurs colorés. On vous donne leur teinte acide, leur teinte basique. On vous donne la zone de virage. Donc avant 3,1, ça veut dire qu'on est de couleur rouge pour les liantines. Et après 4,4, ça veut dire qu'on est de couleur jaune. Et entre les deux, c'est un mélange ici des deux couleurs. Donc ici, par exemple, clairement, dans la zone de virage, on a une couleur orangée, par exemple. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si vous avez une solution, vous ne connaissez pas le pH, vous mettez un petit peu d'un de ces indicateurs colorés, et en fonction de la couleur, eh bien, ça peut vous donner une indication de zone de pH. Si par exemple, je mets de l'éliantine, je trouve que c'est rouge, je sais que le pH, alors c'est pas précis, mais je sais que le pH sera inférieur à 3,1, par exemple. Alors, on ne l'utilise pas trop comme ça, on les utilise surtout dans les dosages. On l'a déjà vu par le passé, donc on va y revenir maintenant en faisant cet exercice-là. Vous mettez sur pause. Alors, on vous dit qu'à l'équivalence du titrage d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique, on a un pH qui vaut 7. Et on vous demande de choisir l'indicateur coloré adapté à ce titrage. Alors, nous avions vu dans les cours précédents, quand on a travaillé sur les titrages, que si on veut utiliser un indicateur coloré, il faut absolument que la valeur du pH à l'équivalent soit inclue dans la zone de virage. Donc ici, je cherche quel est le meilleur indicateur. Bon, je vois que 7 n'appartient donc qu'à cette zone de virage-là. Donc je vais pouvoir utiliser le bleu de bromothymol
pour caractériser l'équivalence du titrage. Alors, deuxième question, on vous demande de déterminer le changement de couleur du mélange réactionnel à l'équivalence. Alors, en utilisant le BBT c'est le bleu de bromothymol, est-ce que je vais passer du jaune au bleu ou bien du bleu au jaune? Donc là, le plus simple, c'est qu'on représente très rapidement le schéma du titrage, puisque je sais que je dose une solution d'hydroxyde de sodium par un acide chlorhydrique. Donc j'ai ceci. Alors, initialement, puisque le BBT, on le met ici, de quelle couleur sera cette solution? Initialement, je n'ai pas versé d'acide, donc je n'ai qu'une solution d'hydroxyde de sodium, qui est une base, donc j'aurai une teinte bleue. Et au fur et à mesure que l'acide va tomber, et donc va réagir, eh bien, tant que je n'ai pas atteint l'équivalence l'acide chlorhydrique et mon réactif limitant, donc la solution restera bleue. À l'équivalence, je suis dans la zone de virage, donc ça va devenir vert. Et au-delà, eh bien, je n'ai plus d'hydroxyde de sodium, mais je continue à faire baisser de l'acide chlorhydrique, donc je passe en teinte acide, puisque l'acide sera majoritaire. Et donc, le changement de couleur se fera lorsque on passera du bleu au jaune. Des fois, on n'atteint pas cette couleur verte, on passe directement de l'un à l'autre. Alors, la courbe de suivi pH métrique du titrage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium est donnée ci-dessous. Donc, on dose bien un acide par une base. C'est normal, ici, on a bien un pH acide et on finit par un pH basique. Les teintes de l'indicateur coloré de la phénylphtaléine sont indiquées à côté de l'axe des ordonnées. Donc ici, entre 0 et à peu près 8, la solution, donc si on a mis de la phénylphtaléine dedans, elle sera incolore. Au-delà de 10, je prends une couleur rose foncé, pourpre, et puis entre les deux, entre incolore et pourpre, ça fait rose plus clair. Alors, première question, définir un indicateur coloré acido-basique. Donc ça, c'est la définition du cours. Eh bien, un indicateur coloré, c'est un couple acide-base, mais dont les espèces conjuguées n'ont pas la même teinte. Et on vous demande pourquoi la phénylphtaléine est-elle un indicateur adapté à ce titrage. D'après ce schéma, on me donne ici le point obtenu à l'équivalence. Petit rappel, pour avoir le point à l'équivalence, il faut ici faire la méthode des tangentes. Vous n'avez pas le choix. Pour avoir le pH donc à l'équivalence, qui est au-delà de 8 et qui se situe dans la zone de virage. Donc, puisque le pH se situe dans la zone de virage de l'indicateur coloré, alors cet indicateur coloré est adapté. Allez, on va parler maintenant des solutions tampons. Alors, ce qu'on appelle une solution tampon, c'est une solution dont le pH varie très très peu si je le dilue ou si je lui rajoute des petites quantités d'acide ou de base. Voilà ce que c'est qu'une solution tampon. Alors, par exemple, si j'ai un mélange équimolaire, ça veut dire de même concentration, entre un acide et sa base conjuguée. Alors, j'ai donc les mêmes valeurs des concentrations, du coup, le pH sera égal au pKa. Alors, faisons cet exercice pour essayer de comprendre l'effet tampon. Je vous laisse le lire entièrement et on le corrige ensemble. Bien, alors on vous dit qu'on dispose de différentes solutions. On a une première solution d'acide chlorhydrique de cette concentration-là, et donc on trouve un pH qui est égal à 2. Ok. Pour S2, on prend cette solution S1, on en prend 200 ml, et on ajoute une petite quantité d'acide chlorhydrique, sans variation de volume, donc ça veut dire une toute petite quantité, on lui ajoute donc ces quelques moles d'acide chlorhydrique. Et le pH, donc, augmente. Alors, il augmente quand même de façon significative. Entre 2 et 2,5, ça augmente de façon significative.
À présent, on a la solution S3 qui est une solution d'acide éthanoïque. Donc on a changé d'acide. Hein. Ils sont à la même concentration, mais on a changé d'acide. Et puis on rajoute donc de l'éthanoate de sodium pour avoir donc la même concentration. Donc j'ai le pH qui est égal au pKa ici, et qui vaut 4,75. À cette solution-là, ici, pour la solution S4, on rajoute une petite quantité d'acide. Et on en rajoute, vous voyez, la même quantité que lorsqu'on avait fait cette expérience avec S1. Alors là, j'ai le pH qui diminue, vous voyez, mais qui diminue très peu. Là, ça diminue de 0,5, là, ça diminue de 0,04, donc c'est-à-dire à peu près 10 fois moins. Donc, parmi les solutions S1 et S3, quelle est celle qui pourrait être une solution tampon? Je vous rappelle, une solution tampon, c'est lorsqu'il y a une très faible variation de pH par dilution ou par une petite quantité d'acide ou de base qui est versée. Donc ici, la différence de pH étant très faible comparée à celle-ci, on peut considérer que S3 donc est bien considéré comme une solution tampon. Proposer d'autres tests qui permettraient de valider cette hypothèse, en fait, il faudrait vérifier si, parce que là on avait rajouté une petite quantité d'acide, il faudrait vérifier si en ajoutant plutôt qu'une petite quantité d'acide, mais une petite quantité de base, j'aurai le pH qui va augmenter, donc vérifier si ça augmente beaucoup ou pas, ou alors de le diluer pour vérifier que c'est bien une solution tampon. Allez, on termine avec des acides un peu particuliers qu'on appelle des acides alpha-aminés. Alors, un acide alpha-aminé, c'est une espèce chimique qui a deux fonctions, une fonction amine et une fonction acide carboxylique sur le même carbone. Par exemple, on a ceci. Donc, vous voyez, ce carbone ici, eh bien, il a ici la fonction amine et ici la fonction acide carboxylique portée donc sur le même carbone. Eh bien, ceci est une base, mais ceci est un acide. Et donc, il va pouvoir y avoir un transfert de protons entre l'acide carboxylique et l'amine de l'acide alpha-aminé, puisque tout ça, c'est l'acide alpha-aminé. Alors, ce transfert de protons, il peut s'effectuer comme ceci, c'est-à-dire que c'est ce proton-là qui va être attiré par ce doublet non liant de l'azote, et donc si le transfert se fait, eh bien on obtient donc cette espèce chimique qu'on appelle un amphion. Il a donc deux charges opposées directement sur la même molécule. Et donc voici le diagramme de prédominance associé à l'amphion. C'est-à-dire que là, vous avez cette espèce-là, on a l'acide qui est complet, ici, donc le cation prédomine, et ici, donc l'acide a perdu un H, et ici, c'est cet acide qui a perdu un H. Vous avez toujours donc 2 pK. La valeur de pKa1 entre cette espèce acide et cette base conjuguée, et cette base qui devient ici un acide par rapport à lui, vous avez donc la valeur du deuxième pKa, qu'on va appeler pKa2. Alors, essayez juste de vous rappeler d'abord qu'il y a deux pKa, puisque lui est une espèce amphotère en fait, d'accord, et l'ordre, tout simplement. Donc, il faut vous rappeler le sens donc des espèces. Voilà, c'est terminé pour ce cours. J'espère que vous avez bien compris. Et puis, on se revoit en classe pour faire des exercices. N'oubliez pas de noter vos questions. À bientôt.